Et c'est parti. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission de Ça coule de source, le huitième épisode de la saison 3. Ça coule de source pour celles et ceux qui nous rejoignent peut-être pour la toute première fois. Qu'est-ce que c'est? Ça coule de source, c'est une chaîne Twitch où on vous propose de découvrir les cuisines de l'histoire et tout ce que vous n'avez jamais osé demander. Dans chaque live, on décortique une source, c'est-à-dire un document qui nous ouvre les portes vers des sociétés à découvrir grâce à une chercheuse ou à un chercheur que nous interviewons. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir en live ici sur Twitch, sur nos divers réseaux sociaux et quand le live sera disponible en replay sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julia Castiglione. Bonsoir Julia. Bonsoir. Julia, pour faire ta petite présentation rapide, après avoir été formée à l'ENS de Lyon et à l'Université Federico II à Naples, tu es l'autrice d'une thèse que tu as soutenue en 2019 à l'Université Sorbonne Nouvelle en études italiennes qui s'appelle L'œil et la main, juger la peinture à Rome à l'orée du XVIIe siècle. Et cette thèse fait l'objet d'une publication à paraître tout ou bientôt, en octobre 2024, aux publications de l'École française de Rome, qui s'appellera L'œil de l'expert, juger la peinture dans l'Europe moderne, 1580-1630. Ce soir, tu nous emmènes à la découverte des experts. Alors, j'ai ma loupe, j'ai mes sources, et c'est parti pour découvrir ensemble ces experts. Quelle source as-tu choisi de nous présenter ce soir? Oui, merci beaucoup, Peter. Alors, c'est l'œil expert juger la peinture dans la Rome moderne. Hein, Dans la Rome. mais c'est déjà pas mal. Alors, donc, la source que je vous ai proposée pour commencer cette émission, en fait, est une source un petit peu particulière, déjà parce que je n'en connais pas d'autres de ce type. Donc, c'est une source un peu hors norme, justement, pour rentrer dans le sujet. Alors, je vous ai mis ici le recto et ce qui est plus étonnant, le verso d'un tableau. Donc, d'un tableau ici, donc, qui est une annonciation du peintre italien du 16e, Lelio Orsi, et qui ici est présenté dans une version restaurée parce que il était extrêmement dégradé. Et on a ici donc le verso où on trouve un document extrêmement intéressant et assez rare qui est une expertise en fait qui a été collée au dos du tableau, qui a été même il y a quelques sceaux, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. Et donc en plus, il faut préciser que ce document n'existe plus parce que quand le tableau a été restauré, on a enlevé le cadre et comme vous pouvez voir, en enlevant le cadre, en fait, ça a détruit le document. Donc c'est pour ça que j'ai cette photo en noir et blanc qui est conservée par la Fondazione Zeri à Bologne. Donc cette expertise a été réalisée en fait en 1679. Et outre donc cette forme un peu particulière du fait qu'elle ait été comme ça scellée dans le tableau, elle a la particularité d'avoir été réalisée par un homme très connu qui s'appelle Sebastiano Resta, qui est un oratorien qui vivait à Rome à cette époque-là et qui n'était pas un peintre, qui était un homme d'église, un connaisseur, un collectionneur, un conseiller aussi pour les grands collectionneurs de son temps, mais qui n'était pas un peintre. Or, enfin, ce qu'on va voir, je pense, aujourd'hui, c'est que l'expertise est quelque chose qui, à l'origine, est vraiment une spécificité du métier de peintre. Et donc, on va, ce document montre une évolution extrêmement, enfin, qui s'est jouée à cette période-là, donc en ce début du XVIIe siècle à Rome, de transmission, en fait, de transition de cette compétence du métier des peintres vers ce qu'on pourrait appeler des proto-amateurs, qui après, au XVIIIe, ont totalement la main sur ce marché-là. Et donc, ce document est vraiment intéressant parce que donc on a ce padre Resta qui donc a une vague formation de peintre mais qui n'est absolument pas peintre, qui commence en fait qui met cette formule initiale en disant nous les peintres nous disons que ce tableau est un tableau de Corrège. Voilà. Et à la suite de ça, on a plusieurs
peintres qui viennent signer en disant: «Oui, moi je suis d'accord, avec, ce qu'il dit là, moi, un tel», et donc on a parmi tous ces peintres qui signent les uns après les autres, on a des peintres qui se distinguent, par le fait qu'ils sont des experts reconnus, c'est-à-dire on sait que souvent on fait appel à eux pour, voilà, dans des collections pour savoir, combien vaut un tableau, quoi. Donc par exemple, on a Ciro Ferri, on a, Francesco Cozza, qui sont pas des peintres très connus parce que c'était pas forcément quelque chose qui était fait massivement par les grands peintres. Mais ça aussi, on y reviendra. Mais on a aussi, par exemple, Giuseppe Ghetti, qui a la particularité d'être le secrétaire perpétuel de l'Académie de Saint-Luc à l'époque, donc une figure institutionnelle de poids. On a aussi Charles Erard, hein, dans ce genre-là, qui était le directeur de l'Académie de France à Rome. Donc là aussi, on a une présence forte institutionnelle, d'ailleurs, qui est tellement importante qu'il figure dans l'expertise alors qu'il n'est pas d'accord avec l'expertise. C'est le seul qui dit non, à mon avis, c'est pas du tout correct. Et on a aussi Carlo Maratta, qui est extrêmement connu. On a des peintres aussi qui sont pas à Rome, par exemple, mais qui sont là parce qu'ils sont importants. On a Luca Giordano, par exemple, qui est à Naples. Et à la fin, on a la dernière partie du document, on a donc Padre Resta qui revient et qui dit oui, et puis en plus, moi je suis allée consulter plein d'autres peintres partout à Rome qui m'ont dit qu'ils étaient tous d'accord avec moi. Voilà, donc en fait, on a cette mise en avant de la figure même de l'AESTA qui en fait appuie cette expertise en attribution sur une légitimité qui lui est personnelle, qui lui est propre, et qui met en scène qui se met en scène en train de consulter ce monde des peintres. Alors, en se mettant vraiment en avant, son nom apparaît 3 fois dans le document. Et donc, on a en fait voilà cette espèce de enfin moi je le vois comme la fin de cette transition entre le moment où voilà, ce sont les peintres qui tiennent l'expertise et le moment où cette compétence-là, en fait, la réchappe totalement et va aux mains d'une autre catégorie socio-professionnelle, en fait. Voilà. Alors, c'est absolument passionnant parce que pour cette fois, dans sa coule de source, nous commençons par une source qui, en soi, n'existe plus, donc dont nous avons trace, pour citer Carlo Ginzburg au passage, mais dont nous avons survivance grâce à des photographies, et qui plus est, à une source où, comme tu expliquais, on voit cette transition très marquée et ce principe d'accumulation d'auteurs, enfin d'auteurs, d'artistes en l'occurrence, qui viennent valider le propos d'un amateur. Exactement. Oui, 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 non, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette source. Bon, elle n'existe plus, elle existe à l'état de lambeau, hein, pour être exact, très exact. Après, ça en dit long aussi sur un certain rapport, voilà, du monde de l'art, du marché de l'art, vis-à-vis aussi de ce document, à mon avis, enfin, de ce type de document, de ce type d'information sur les tableaux. Enfin, il y a une forme de détachement, en fait, quelque part, de cette valeur. Enfin de cette documentation historique par rapport en fait au recto voilà qui est vraiment le propre enfin qui est ce qui donne de la valeur à l'objet. Mais oui, oui, non, tout à fait. C'est pour ça aussi que je le présente en introduction, que l'utilise en Mhm. conclusion, en fait. Je l'utilise en conclusion de ma thèse, parce qu'en fait, là, l'idée, enfin, intellectuellement, le travail à faire, c'est de remonter justement jusqu'au 16e, où la situation est figée, mais à l'opposé, alors que là, en fait, on se dirige vraiment vers les connaisseurs et ce qui donneront les experts d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les experts ne sont plus du tout peintres, en fait. Oui. Enfin, pour la plupart, en tout cas. Et, Enfin, c'est pas et une compétence donc, nécessaire, voilà. et donc maintenant que nous avons en quelque sorte la scène de crime, on peut en déduire que l'expertise de notre proto-expert était fausse. Oui, en plus, mais d'ailleurs, oui, oui, ici, c'était faux. Après, en fait, quand on travaille sur ce type de problématique, quelque part, le résultat de l'expertise, en fait, n'est pas tellement intéressant. C'est-à-dire que moi, bon, justement, en parlant de sources, je travaille assez peu sur les sources figurées, au sens où, moi, peu m'importe qui a Mhm. peint, enfin, c'est pas du tout important. Ici, c'est intéressant parce que du coup, voilà, il appelle la terre entière pour justifier son opinion, et en fait, c'est faux. Et lui-même s'en est aperçu, c'est-à-dire on a une lettre de lui pas très longtemps après où il a dit oui, bon, c'est vrai, je me suis peut-être un petit peu enthousiasmée, alors que en fait, effectivement, donc lui-même s'en est aperçu assez rapidement. Donc voilà, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt cette espèce de mise en scène de soi
pour Mmh. justement, à corroborer un objet d'une valeur, d'une aura, de mettre, enfin voilà, de l'attribuer comme ça à ce grand peintre, parce que et puis enfin lui-même était spécialiste en fait, enfin il était connu pour sa collection, donc c'est aussi pour sa collection de peintures de Allori et donc D'accord. c'était aussi une manière sans doute pour se mettre en valeur, lui-même. Voilà. Oui, donc en fait, par son expertise, il décide de également se montrer à la fois dans le milieu de l'art et à la fois pour le monde extérieur en quelque sorte ou pour un monde de connaisseurs, un monde finalement qui est son monde de connaisseurs de l'art et pour dire voilà, j'apporte cette connaissance en jugeant, en Mmh. expertisant bien sûr le tableau. Oui et puis c'est aussi une manière de mettre en avant un capital, social en fait, au sein de ce monde. C'est une manière de montrer son insertion, de montrer, le fait qu'il est capable de mobiliser les plus grands peintres, de Rome et d'Italie, comme ça. Mmh. Certains qui même me disent, «Oui, j'ai pas vu le tableau, mais je suis d'accord avec lui». Donc ça montre aussi, le fait que quelque part, enfin, sa parole fait foi. Au-delà de, toute justification, parce qu'à aucun moment il va justifier, enfin il va pas vraiment justifier, sur quoi porte l'expertise. D'ailleurs ça c'est rarissime la justification de l'expertise encore aujourd'hui. Mmh. C'est souvent, des comment dire? Des arguments qui sont pas toujours extrêmement rationnels. Enfin, je me souviens, quand j'écrivais ma thèse, j'avais lu, un livre de Philippe Costamagna qui est un œil, très connu. Donc un livre, enfin qui s'appelle justement Histoire d'œil où il raconte sa rencontre avec un tableau de Bronzino et il raconte une scène totalement, enfin incroyable où, son œil tombe sur le petit doigt d'un crucifix et il sait. Il y a une espèce de révélation comme ça, il sait que c'en est un. Voilà et donc ce travail-là cherche aussi à faire l'histoire de ce sentiment, de voilà, cette espèce d'épiphanie qui encore Mmh. aujourd'hui, existe en voyant d'où elle vient et en voyant voilà, qu'est-ce qui a pu en arriver que dans le discours, sur, l'attribution notamment, on en arrive à ce type de rhétorique, là, en fait. Eh beh, écoute, c'est extrêmement complet et passionnant. Comme tu le disais, tu as explicité de fait la question que j'allais te poser en disant: «Cette source est-elle un cas unique? Ou est-ce qu'il t'est arrivé de croiser Mmh. d'autres types de sources à peu près équivoques ou pas?» Est-ce que en dehors de ton sujet, tu as eu connaissance de sources à peu près semblables comme ça, où l'expertise est directement présente à l'arrière du tableau? Ou est-ce que c'est vraiment, l'unicum en quelque sorte? C'est difficile de dire, de connaître les unicums, surtout qu'en plus, on a failli la perdre. Donc, on peut Ah pas oui. tellement, enfin, on peut se dire aussi que ça a pu arriver dans d'autres cas. Alors moi, j'avoue que j'en connais pas d'autres. J'ai d'autres, expertises, voilà, où il y a des peintres disent que, mais, j'ai jamais, rencontré ce cas, voilà, d'avoir fait appel à autant de monde et collé comme ça derrière les tableaux. Donc voilà, après, peut-être que quelqu'un, pourra en signaler d'autres, hein, ce serait intéressant. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de savoir s'il y en a d'autres qui existent. Mais Mmh. non, moi, je l'ai traité vraiment, en dehors de toute série, mais plutôt comme une espèce de cas flamboyant, montrant ce que j'avais essayé de démontrer, en fait, dans dans ma thèse, voilà. Je reviens un petit peu sur ce que tu nous as dit précédemment. Tu as utilisé un terme, le terme «deuil», Oui. pour définir les experts. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ah, alors c'est un terme totalement contemporain, donc je l'ai utilisé pour Costamania justement parce que c'est aujourd'hui, mais on parle d'œil, au pluriel d'ailleurs, comme on parle de nez dans la parfumerie. C'est-à-dire D'accord. que les, experts qui se sont, spécialisés dans notamment l'attributionnisme, s'appellent eux-mêmes les œils, en fait et donc c'est quelque chose je sais pas, c'est une forme de titre de gloire, on peut dire ça? Enfin, c'est une manière, voilà, Un d'affirmer une moyen de forme se reconnaître d'excellence, entre en fait. soi, Oui, de mmh, voilà et donc on peut dire, on va être expert auprès de, telle ou telle maison, de vente, mais on est œil quand on a cette capacité à savoir que tel tableau fait partie du corpus de telle œuvre.
Et c'est souvent d'ailleurs dans ce genre de, enfin, il y a comme ça des attributions éclatantes qui viennent très régulièrement dans les médias. Moi, quand j'écrivais ma thèse, par exemple, il y avait eu la fameuse attribution du Caravage de Judith Héloferne par Turquin, Oui. qui en Italie n'est pas du tout passé. Enfin, en France, on en débattait. Finalement, il n'y a pas eu la préemption de l'État parce qu'il y avait quand même un doute sérieux. Mais les Italiens ont passé des mois à écrire des articles en disant que c'était n'importe quoi. Donc, c'était aussi intéressant de voir cette affaire dans les deux pays différents. Parce Mhm. que c'est vrai que cet expert-là se basait aussi, je pense, sur, encore une fois, une sorte de capital social qui faisait que tout autour de lui, les gens, enfin les acteurs du milieu de l'art ont validé en fait son hypothèse, mais ça a pas tellement passé les frontières, en fait. Oui, parce que finalement, il y a aussi ces querelles que l'on retrouve très contemporaines dans la manière d'attribuer une œuvre d'art. C'est pas uniquement le fait de statuer sur l'origine d'une œuvre, son créateur et la manière dont elle est parvenue jusqu'à nous. Finalement, c'est aussi le point de vue de chacun qui transparaît dans la manière d'expertiser une œuvre. Oui, 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 le pian après il y a beaucoup de techniques, il y a des voilà, il y a aussi énormément d'analyses, il y a énormément de méthodes, hein, pour expertiser. C'est pas juste le ressenti, mais quand même le travail, social, en fait, la légitimité de l'expert qui va faire une attribution est absolument, fondamentale. Enfin, non, enfin, ça ne peut pas marcher si on n'a pas face à un expert qui a fait son trou dans le milieu du marché de l'art. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate très vite, c'est-à-dire que dès que il y a des non-peintres qui se mettent à avoir une activité d'expertise au sens large, eh ben, on voit que c'est des gens extrêmement bien insérés qui se prévalent énormément d'un entre-gens au plus haut niveau, en fait. Alors, merci pour ces réponses. Maintenant que la source est plus ou moins globalement étudiée, pour nos auditeurs et auditrices, vous pourrez la voir sur nos différents réseaux sociaux. Donc, c'est soit CC2S, soit à Ça coule de source, où l'image a été postée pendant l'annonce de l'épisode. Et vous pourrez retrouver l'explication de Julia en replay sur notre chaîne YouTube. J'ai une question de Bibliographium pendant ton propos. L'importance de cette source a-t-elle été reconnue avant sa destruction, donc d'où la photographie, ou est-ce que c'est vraiment une pure découverte finalement qui a Non, permis de... alors, comme je disais, cette photographie, elle est conservée à la Fondazione Zeri. Et Mhm, Zeri, donc, qui est un grand historien de l'art italien du XXe siècle, qui a bâti cette gigantesque base de données de l'art italien à Bologne, l'avait commenté déjà, d'accord. avait remarqué quand même son caractère voilà, un peu hors norme. Et donc, c'est lui qui l'a fait photographier. Et on retrouve en fait son commentaire et sa transcription aussi, parce que moi, j'aurais eu du mal quand même à transcrire tout voilà, comme ça. Ouais, On en revient à la loupe. oui, parce que. Et donc, lui, il l'a transcrite dans les diaries. Donc, c'est les journaux de bord, en fait. D'accord. Alors, je propose qu'on passe à la deuxième partie de l'interview, qu'on élargisse un petit peu le sujet pour comprendre dans quelle période finalement s'insère l'œuvre et l'expertise qui a été menée sur l'œuvre. Donc ma première question serait, est-ce que tu peux nous faire en résumé un résumé de la situation politique et artistique à Rome au XVIIe siècle? Euh, Alors, oui, Voilà. effectivement, à grands traits. Alors, je vais plutôt partir de la fin du 16e, en fait, parce que moi, je D'accord. m'arrête plutôt en 1630 par là, parce qu'après, bon, le 17e est quand même assez long et il y a énormément de transformations qui touchent Rome au cours du XVIIe siècle. Donc, non, à la fin du 16e, en fait, bon, déjà, je vais partir de quelque chose d'extrêmement de très large et que tout le monde sait, c'est la question du pontificat. C'est-à-dire que Rome a la particularité quand même d'être une monarchie élective qui est élue de vieilles personnes, souvent. Donc, on a quand même un pouvoir.
politique qui tourne très, très, très vite par rapport, aux autres, monarchies, enfin aux autres villes même, italiennes. Donc ce qui est très intéressant à Rome, c'est cette espèce de mise à jour régulière du pouvoir et tout ce que ça implique, en fait, en termes, politiques, en termes de domination, en termes de comment on assoit aussi le pouvoir quand on est une famille qui arrive et ça, c'est quelque chose de qui a de grandes conséquences sur la production artistique, en fait. D'autant plus que, bon, là d'où je pars, c'est, en gros, c'est après le Concile de Trente, donc on a cette espèce de grand, chambardement, du Concile de Trente qui va repenser aussi le rapport aux images. C'est-à-dire qu'on va en faire des images, le support de la foi, personnelle et notamment donc, le Concile de Trente finit en 63 et on va mettre donc ces images au cœur de la pratique de la foi, ce qui va, en fait, démultiplier le nombre d'images en circulation. Et c'est quelque chose que tous les observateurs de l'époque commentent, c'est que à Rome, il y a des images absolument partout. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. C'est-à-dire qu'on a des images déjà sur les façades, parce qu'à Rome, il y a là une grande mode au XVIe siècle de peindre les façades, de ce que nous racontent les guides. Aujourd'hui, il y en a plus beaucoup qui sont conservés. Enfin, pour ceux qui connaissent le centre-ville de Rome, quand même, il y en a quelques-unes en graffito, souvent en noir et blanc. Mais à l'époque, voilà, énorme, tous les grands palais sont couverts de peintures en noir et blanc, en couleur, etc. On a aussi beaucoup de vendeurs ambulants, c'est-à-dire qu'on peut acheter des tableaux partout. Ici, donc, on a deux images qu'on dit parlantes parce qu'on a la représentation du vendeur et on a en dessous ce qu'il est en train de dire. Donc, i bei quadrinta, voilà, ou i bei quadrintella. Et donc, on voit ici quadrinta, voilà, où on a des représentations religieuses, voilà, avec un crucifix. Ce qui rappelle donc cette question de la pratique de la foi chez soi, face à des images et tout. Et i quadrintella, qui là, on peut, enfin, moi, j'arrive pas à distinguer exactement ce qui est représenté sur l'image, mais en gros, c'est aussi la décoration. C'est-à-dire qu'à cette époque à Rome, il y a aussi un changement de mode dans la manière de décorer les intérieurs qui, là, je vous ai mis une image de la Galleria Corsini parce qu'elle a gardé, en fait, l'accrochage historique, mais le principe est de mettre des tableaux du sol au plafond, littéralement, avec le moins d'espace entre entre les tableaux. Et donc, au tout début du XVIIe siècle, on a, par exemple, le marquis de Giustiniani qui en parle, qui dit: «Ah, c'est intéressant, depuis quelques années, on a arrêté d'accrocher des sortes de ikoramis, des sortes de cuir ouvragé, et on a remplacé ça par des tableaux qu'on met partout, etc.» Et donc, on a comme ça cette espèce d'explosion en fait de la production qui en plus va avec le fait que Rome attire de plus en plus d'artistes qui viennent, qui se forment et qui en se formant font des copies, etc. Et donc ça crée une énorme production d'images, pas forcément de très grande qualité d'ailleurs, parce que c'est pas la Mhm. question, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes, pour certains jeunes, qui viennent, qui se forment, qui copient les antiques, qui copient aussi Michel-Ange, qui copient, regardez là par exemple, on a ici voilà, une représentation de la même série de Zuccari qui va dans la chapelle Sixtine et qui copie Michel-Ange, voilà, on a Raphaël, enfin voilà, tous les grands artistes du XVIe. Donc il y a cette espèce, enfin Rome se met à attirer en fait énormément de peintres qui sont soutenus par une demande de tableaux qui augmente en fait elle aussi. Et il me semble que, enfin j'ai essayé aussi. Donc dans ce cadre-là, en fait l'image devient vraiment un enjeu et au sein de ça, on a ce que je disais au tout début, donc je pourrais peut-être dû le présenter autrement, mais donc on a ces espèces de pontificats qui changent avec les cours qui changent, et puis c'est pas toujours les mêmes qui ont de l'importance parce qu'en fonction du concile, telle famille va avoir beaucoup de ressources et telle autre va décliner. Et il y a avec cette idée d'ascension rapide, de chute, on va chercher à décorer les palais. Il y a de Mhm. grands chantiers, y compris, enfin pas forcément des chantiers pontificaux, mais justement toutes ces familles qui s'installent, qui envoient leurs cardinaux vont avoir voilà, des palais à décorer, ça va faire des grands chantiers où là aussi Mhm. on va faire appel à tous ces peintres.
il y a une grande force donc de la commande et il y a une grande mobilisation par rapport à d'autres villes des ressources économiques dans le prestige, en fait. C'est-à-dire qu'on va concentrer, enfin Rome n'est pas une ville où il y a quasiment pas d'industrie d'ailleurs, donc il y a beaucoup de ressources économiques qui viennent de cette immigration entre guillemets, qui sont investies dans le prestige, la ville, et donc dans tout cet investissement économique dans l'art, on va avoir émergé en fait une galaxie de conseillers, notamment, de Mhm. domestiques aussi spécialisés, des majordomes qui vont être eux-mêmes des collectionneurs et qui donc vont être engagés par des cardinaux pour les conseiller pour la constitution de leur quadreria. La quadreria, c'est le terme qu'on utilise en italien pour parler de ces sortes de collections de peintures comme ça qu'on accroche du sol au plafond. Et donc, dans cet enjeu en fait de distinction sociale qui passe en grande partie par l'art, on a Mhm. comme ça des conseillers spécialisés qui vont émerger, dont le padre Sebastiano Resta c'en est un, mais il est tardif, c'est-à-dire qu'on en trouve beaucoup plus tôt des conseillers comme ça qui vont essayer d'utiliser leur connaissance de l'art pour gravir les échelons sociaux, et certains vont devenir cardinaux aussi. Enfin, il y en a certains pour qui ça va très très bien marcher, de mettre en avant cette compétence-là. Voilà. Alors, merci pour cette réponse, Julia. J'ai de multiples questions qui se sont greffées pendant ton propos. Si on résume, donc, un bouillonnement culturel et artistique à Rome tout au long du XVIe siècle, mais particulièrement lié à l'issue du Concile de Trente, lié à au besoin de production d'images par l'issue qui est donnée au Concile. Donc une multiplication de la production, plus un bouillonnement politique avec le renouvellement familial à tous les changements de pontificat. Mm. Donc en fait, c'est une ville qui bouillonne énormément sur ce plan culturel-là. Est-ce que c'est vraiment spécifique à Rome ou est-ce que tu as des exemples équivoques dans d'autres espaces italiens à la même période? On considère à ce moment-là, en fait, que c'est quand même, enfin que Rome, à la fin du XVIe, enfin c'est la capitale culturelle. Enfin il y a Florence évidemment avant, avec les Mhm, Médicis, jusqu'à la fondation de l'Académie du dessin dans les années 1560. Mais à ce moment-là, il y a le chantier de Saint-Pierre aussi à Rome. Enfin il y a ces grands travaux. Et donc quelque part, non, il n'y a pas vraiment, je pense, d'équivalent. Après, c'est difficile de quantifier. C'est difficile de faire, comme bien ça, sûr. de tiercer, des villes les plus, mais en tout cas, en termes d'investissement des ressources économiques, c'est quand même spécifique, en fait. Peut-être qu'on peut D'accord. comparer ça, à la politique économique des premières années de Louis XIV, par exemple. Avec, Mhm. justement, d'ailleurs, c'est un retour de balancier par rapport à Rome. Mais à ce moment-là, non, non, la Rome, c'est la ville des pèlerinages, c'est la ville où on se forme à l'art, c'est là qu'on va si on veut faire carrière. Non, non, c'est vraiment le central à cette époque-là. On a une petite question avant que je lise et que je dise, pardon, la question de Corlantille. J'ai une petite question. Possible que tu redonnes la référence du commentateur qui a noté le remplacement des cœurs par les tableaux? C'est Giustiniani. C'est un marquis Giustiniani, qui est un personnage incroyable et qui était un grand connaisseur d'art. C'est un des protecteurs de Caravage. Et il a écrit quelques traités. Enfin, il y a une correspondance, il y a des traités, et il écrit un traité sur la peinture, sur la sculpture, sur l'architecture. Enfin, quand je dis traité, là, c'est des petits fascicules, c'est un peu des avis un peu développés. Et donc c'est quelqu'un qui était vraiment à la pointe de la mode et des pratiques artistiques de l'époque. Il a protégé tous les Mhm. grands artistes de la période. Voilà. Donc Vincenzo C'est Giustiniani. l'un des grands mécènes, à la fois mécène et protecteur. Donc, Oui, j'étais oui. en... C'était un banquier d'origine génoise Mhm. qui donc a vécu à Rome dans actuellement le palais, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est celui qui est en face de Saint-Louis des Français.
À Rome, ça c'était D'accord. le palais qui abritait la collection Giustiniani, et qui était en fait un endroit où les artistes accouraient pour se former. Parce que c'est lui qui avait vraiment le nec plus ultra de ce qui se faisait à l'époque, et donc il accueillait en permanence des gens dans sa galerie qui venaient copier pour connaître en fait ce qui se faisait de mieux en termes d'art en Italie à l'époque. Donc, tu as une concurrence qui est à la fois à la famille qui a le pouvoir pontifical, aux familles qui souhaitent le pouvoir pontifical, aux familles qui sont dans l'entourage de ces familles principales. Finalement, oui, tout le monde a un peu sa connaissance sur le milieu de l'art et échange ses connaissances à travers toute la ville. Oui, exactement, et en plus, donc on a en fait, c'est la particularité de Rome, c'est qu'il y a plusieurs cours, en fait. C'est-à-dire que chaque cardinal est un prince de l'Église. Donc c'est ça aussi qui décuple cet investissement, dans l'art, et puis, en plus, il faut savoir que ces familles qui viennent s'installer à Rome et qui viennent d'ailleurs, elles viennent avec leurs artistes aussi. C'est-à-dire que celle qui Mhm, vient de Bologne, dans ses bagages, elle va amener des artistes de Bologne, donc et c'est ça aussi qui crée des phénomènes de mode. Par exemple, au moment du pontificat Ludovisi, bah, voilà, il y a le boom des artistes bolonais, enfin c'est et il y a comme ça aussi, du point de vue du goût, une espèce mhm. de phénomène pas cyclique, mais en tout cas, voilà, où chaque pape va mettre sa marque, non seulement Ouais. par l'investissement financier dans tel ou tel chantier, mais aussi en mettant en avant tel ou tel artiste et tel ou tel style qu'il apprécie particulièrement, parce que c'est un style, c'est une forme de patriotisme, enfin de campagnilisme en tout cas. Voilà. Alors, je lis la petite question de Corlanti. Pourquoi plein de petits tableaux et pas de grand format? Alors, je pense que c'est par rapport à l'exemple de la Galleria Corsini que tu nous montres actuellement. Est-ce que c'est une question de coût ou est-ce que c'est vraiment totalement autre chose? Mmh. Alors, je sais pas, ça dépend où commence, le grand format, en fait, parce qu'il y a quand même il y a quand même des grands formats. Si la référence, je me demande si c'est pas une référence peut-être aux grandes toiles de Venise, mais Mhm, qui sont, voilà, des trucs, de plusieurs dizaines de mètres. Mais à Venise, c'était un peu particulier parce qu'à Venise, on utilisait ces formats gigantesques à la place des fresques. Donc, parce que pour des questions, de climat, enfin d'humidité. Donc là, c'est vrai que ça se justifiait parce que c'était à la place des fresques, et donc, on mettait sur toile, les œuvres parce qu'on n'avait pas la possibilité de les mettre sur fresque. Mais, à Rome, vu que là, on est sur, au contraire, des galeries qui sont une espèce de représentation des goûts réunis et de justement une manière pour le propriétaire de mettre en valeur, de montrer sa capacité d'achat, sa capacité de choix, etc. Je pense que ça, c'est plus intéressant dans cet objectif-là de faire des tableaux moyens. Je dirais pas petits. Petits, c'est vraiment pas. Je pense que c'est pas la réalité, mais voilà, des tableaux moyens, que de en fait de recouvrir tout un mur avec des grands formats. Parce que cette mode-là, elle a eu, enfin la Farnesine, c'est au XVIe siècle où il y a voilà ces grandes fresques. Le Palais Farnèse, par exemple, la galerie des Carraches, c'est une espèce mhm. d'entre-deux entre voilà des grandes fresques et justement des tableaux qui sont imbriqués dans ces grandes fresques. Mais je m'égare. Mais en tout cas, je pense que il y a l'idée, voilà, dans la dimension de distinction qui est extrêmement, enfin distinction au sens bourdieusien, hein, qui est extrêmement importante dans cette émergence enfin voilà, cette explosion en tout cas de la production de tableaux. Il est important de montrer qu'on est capable d'avoir des tableaux de plusieurs personnes, enfin de plusieurs peintres, d'en avoir plusieurs, parce que c'est une démonstration voilà, de prestige. Et puis finalement, tu parlais de coups de balancier avec la production au début du règne de Louis XIV, mais si on prend des exemples francophones, on peut dire que la galerie Mazarin du Palais Mazarin, l'actuel site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, ou même la galerie de Louis XIV à Versailles où il exposait ses œuvres, sont de lointaines héritières de ces exemples-là. Oui, oui, de toute façon, Louis XIV, enfin, la manière de concevoir
l'art par Louis XIV est pas, enfin, est quand même extrêmement cousine de ce qu'on peut voir à Rome. Donc oui, et puis la plein d'artistes de Louis XIV, enfin la plupart des peintres qui ont travaillé pour Louis XIV sont passés par Rome, Charles Lebrun, avant ça Poussin, enfin ils ont tous été formés à Rome. Louis XIV quand même c'est le fondateur de l'Académie de France à Rome en Mhm. 66, donc c'est impossible de concevoir la manière dont Louis XIV envisageait la commande, l'art et tout, en faisant abstraction de la manière dont ça se passait à Rome. Tu nous parles justement de l'Académie de France à Rome, donc qui est plutôt fondée sur la fin de ta période d'études, Ah oui, même après. Oui, oui, c'était pour, en 66. Mm. et qui, pour nos auditeurs et auditrices, c'est l'actuelle Villa Médicis qui existe toujours. Donc, Exactement. il y a une véritable permanence à travers le temps. Je vais recentrer un petit peu le propos, comme tu disais, même si on peut s'égarer, il n'y a pas trop de soucis. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une expertise d'œuvre d'art à Rome au début du XVIIe siècle? Alors, oui, oui, je peux vous l'expliquer. Après, vous allez voir, ça peut être beaucoup de choses. Une expertise d'œuvre d'art, parce que quand on expertise, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, en fait, c'est Mhm. aussi à quoi vient répondre l'expertise. En fait, l'expertise s'inscrit toujours dans un contexte, hein, comme beaucoup de choses. Mais en gros, l'expertise la plus courante, souvent, c'est pour évaluer un tableau. Donc, évaluer, estimer, donner un prix à un tableau. Quand je dis prix, faut pas mal me comprendre. Un prix, c'est un, enfin voilà, quelque chose d'équivalent. Parce qu'à l'époque, souvent dans l'économie baroque, on paye assez peu en monnaie. Donc ça va être des échanges, ça va être en nature aussi. Voilà. Mais bon, en gros, on donne un prix, un référentiel en fait. Et une expertise, là, celle on pourrait dire de base, je dirais, Mhm. c'est celle qui est produite, comme je disais au début, par les peintres elles-mêmes. Et donc ça, je vais vous donner deux exemples. Donc dans deux contextes différents. La première, c'est une expertise judiciaire. Et la deuxième, c'est le livre de compte de l'Académie de Saint-Luc qui enregistre en fait les expertises qui ont été délivrées cette année-là. Alors, je J'ai te pris une coupe page. juste, Oui, Julia, très rapidement. L'Académie de Saint-Luc. oui, pardon. L'Académie de Saint-Luc, c'est l'institution des peintres de Rome, donc qui fait suite à la corporation. À l'origine, il y avait la corporation des peintres. Ensuite, dans les années 60, à Florence, on fonde l'Académie du dessin avec l'idée d'anoblir les artistes. Et donc quelques années après, dans les années 80 à Rome, on commence à se dire que ce serait bien de faire la même chose. Et il y a une espèce de longue genèse de l'Académie de Saint-Luc, en gros je dirais de 85 jusqu'à 1607, où on voit que ça bouillonne, c'est-à-dire les peintres se demandent comment il faudrait faire, quelles sont les normes qu'il faudrait adopter. Il y a des statuts qu'on réécrit, qu'on n'adopte pas, il y a des débats, etc. Dont on garde quelques traces notariées, on garde aussi un secrétaire qui en a fait un compte rendu des premières sessions. Mais donc ça, c'est passionnant parce que on a vraiment une institution qui est en train de se donner des principes, qui est en train de s'inventer, qui est en train de se demander aussi, bah, nous peintres, à quoi on veut prétendre. Parce qu'on est encore quand même entre deux réalités, entre la réalité du métier mécanique et en même temps, il y a eu Vasari qui a écrit Les Vies des Oui. peintres, il y a eu voilà, Michel-Ange, il y a eu Raphaël. Donc on est la génération juste après et on aimerait bien, comment dire, garder cet avantage social qui a été mis en place à partir de Vasari à Florence et le transposer à Rome. Parce que à Rome, ben voilà, là c'est le moment où ces peintres arrivent et ils veulent voilà, aussi pour certains garder ce statut qu'ils avaient ailleurs. Donc il y a toute une genèse des normes de l'Académie de Saint-Luc qui est hyper intéressante et moi dans mon travail j'ai essayé de suivre la question de l'expertise, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle apparaît, est-ce que elle apparaît, dans quel genre de, enfin qu'est-ce qu'on décide d'en faire
Aussi, Mhm. est-ce qu'on la revendique? Est-ce qu'on la cache? Parce qu'il y a des et tout ça, c'est des allers-retours où on voit que, les peintres, bah, en fonction aussi, du chef, à ce moment-là, du prince ou comment il s'appelle, parce que c'est un le chef change de nom et ben, en fonction de qui est aux commandes, on va, plus ou moins la revendiquer, plus ou moins essayer d'en faire quelque chose au service de l'académie. Parce que je vais commencer par, la question, voilà, de l'expertise dans le cadre de l'académie. En fait, revendiquer, l'expertise, c'est aussi, se rattacher à une conception de la peinture comme métier, justement. Où, en fait, le peintre, il s'en remet à ses collègues pour estimer la valeur de son travail sur la base, bah, par exemple, de matériaux. C'est-à-dire que l'expertise, à l'origine, elle est très pratiquée chez les doreurs parce que c'est une manière de vérifier qu'il n'y a pas eu de vol à l'origine. Donc chez les doreurs, c'est vraiment quelque chose d'habituel. Les peintres vont appliquer, mettre en place leurs propres critères, mais il y a aussi la question des matériaux, hein. Enfin, on connaît tous le lapis-lazuli, et cetera. Il y a la question des matériaux, il y a aussi, Mhm. la question des dimensions. Il y a, voilà, quelques normes où ils se mettent d'accord entre eux et puis, on considère, voilà, qu'un tableau avec beaucoup de figures, vaut plus cher qu'un tableau avec peu de figures. Mais tout ça, c'est totalement ils sont pas tous d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des peintres aussi qui cherchent à s'extraire de ça et qui donc vont faire un peu cavalier seul pour essayer de valoriser par leur action leur travail. Mais donc cette expertise de l'académie, enfin de la corporation, ça, ça tire les peintres vers le métier, vers le Oui, mécanique. Voilà. Donc, j'allais te le dire, en oui. fait, on a la transition du faire corps de la corporation au métier de l'académie. Donc, Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est une question qui est intéressante parce que c'est aussi une manière d'analyser la manière dont les peintres se conçoivent au sein de cette société. Et par exemple, donc, en gros, ce qui apparaît assez rapidement au sein des statuts, c'est que l'expertise doit être rétribuée à hauteur de 2% de la valeur de l'œuvre qui est rétribuée. Mais cette rétribution ne va pas dans la poche de l'expert, elle va dans les caisses de l'académie. Donc, ce qui est intéressant dans cette décision, ce compromis qui a été trouvé, parce que, enfin, c'est que on va mettre en place une expertise, mais pas au profit individuel. C'est-à-dire que l'expert ne va pas être taché, en quelque sorte, ne va pas se compromettre par cet acte-là. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que j'explique, si finalement, c'est que le jugement est lié au statut de membre de l'académie et non pas au statut individuel de la personne qui fait l'expertise. Donc, oui, il y a une forme de collectivité en même temps que la professionnalisation. Oui, c'est ça, mais c'est assez, complexe pour eux parce que, par exemple, on a des votes, notamment à la fin des années 60, où, ils posent la question: «Est-ce qu'on fait rétribuer l'expertise?» Parce que depuis quelque temps, on a ça dans la délibération, depuis quelque temps, de plus en plus de collègues demandent à se faire payer pour expertiser. Est-ce qu'on se fait payer ou pas? Et les peintres dans la corporation décident que non. Donc, D'accord. ils vont à l'encontre de la marche du temps. Ils décident que non. Et sauf que, bah, enfin, quand on retrouve des documents une vingtaine d'années après, en fait, ils n'ont pas réussi à s'opposer à ça. Et au lieu donc de continuer à interdire la rétribution, parce que de toute façon, elle avait lieu, on prend cette décision de faire revenir ces 2%, cette taxe, pour les travaux d'embellissement de l'église de l'église de Saint-Luc et Martyr. Voilà. Donc D'accord. c'est une manière, voilà, de la jouer collectif quelque part et d'utiliser cette compétence pour que ça serve collectivement à tous. Mais c'est pas forcément quelque chose que vont faire toutes les académies parce que par exemple, on a, l'académie de Milan, l'académie ambrosienne où Mhm. dans ses premiers statuts dans les années 1620, bah, il y a écrit, «Il n'est pas question que les peintres se compromettent avec la pratique, de l'expertise, parce qu'en gros c'est pas digne d'eux». Voilà. D'accord. Mmh. Question, mais il y a plusieurs arts, donc je présume qu'il y a des académies qui dépendent de chaque art.
Non, pas vraiment. Non, non, Pas d'ailleurs, vraiment? enfin, quand on parle d'académie, c'est un peu un abus de langage parce que c'est un peu par, mimétisme par rapport à l'académie de Florence. Mais en fait, Mhm, l'académie, elle devient vraiment académie à Rome à partir en gros, de 1607. Mais avant ça, on est entre, la corporation, la congrégation, la société. Et c'est pas, il y a pas vraiment d'académie parce que l'académie est fondée par Federico Zuccari, qui est un peintre qui a fait une grande partie de sa carrière avant à Florence et mhm. qui arrive à imposer ce modèle-là. Et quand elle devient académie, en fait, il cherche à anoblir les peintres aussi en leur imposant, par exemple, des, des, des présentations, on dirait des conférences, genre, ouais, justement, et il les oblige à faire ça et ça se passe très mal et ça marche pas du tout parce que eux, en fait, ils sont là pour s'auto-organiser. Les peintres, ils Mhm. sont pas là pour disserter sur la perspective, etc. Mais il essaye d'imposer ce modèle qui a été développé à Florence à Rome. Mais ça se passe pas extrêmement, mais parce que pour lui, voilà, l'académie, c'est avant tout un lieu de formation. Enfin, c'est le sens que ça a gardé aujourd'hui. Mais à Rome, il fait face à quand même pas mal de résistance parce que en fait, les peintres de Rome, ils sont plus intéressés à savoir quoi faire des 2% de la taxe sur expertise que à disserter sur des grands sujets, voilà. Et enfin, donc tout ça pour dire que voilà, la question de la genèse Mhm. des normes qui encadrent l'expertise est extrêmement intéressante parce que, voilà, pour ce que ça dit de ce que les peintres disent, comment les peintres se conçoivent et conçoivent leur statut socio-professionnel. Par contre, donc, il y a d'autres contextes d'expertise. Donc, c'est l'autre document que j'ai mis à gauche, Mhm. où là, c'est une expertise judiciaire. C'est-à-dire, on est dans le cadre d'un conflit, donc ici entre Giovanni Baglione, qui est un peintre moyennement connu, mais qui est très connu parce que c'est un biographe, c'est-à-dire c'est un des héritiers de Vasari. Et donc pour ceux qui connaissent un peu la période, le nom est connu et important. Et donc Baglione, qui avait la fâcheuse tendance de se fâcher avec la terre entière, ici donc est allé en justice parce que il y a l'expertise qui a été rendue au moment où il a donné, enfin il a terminé son tableau et que donc un expert est venu pour l'évaluer, il considère que l'expertise n'est pas à la hauteur de l'excellence de son travail et il va aller en justice en faisant donc ici donc le juge va faire appel à des experts donc pour faire une contre-expertise par rapport à l'expertise première qui relève en fait de l'expertise du métier. Et donc ici, c'est souvent pas n'importe qui. La plupart des expertises judiciaires qu'on trouve, généralement, c'est des gens qui pèsent, auxquels on fait appel, y compris donc ici donc Hannibal Carrache, hein, c'est l'auteur Mhm. de la Galerie des Carraches. Cristoforo Roncalli, aujourd'hui il est moins connu, Pomarancho, mais à l'époque c'est quelqu'un d'extrêmement respecté, central. Il est au cœur Mhm. de l'Académie de Saint-Luc. Donc et souvent même on peut trouver parfois des expertises où on va faire appel à des personnes qui sont très connues mais qui sont pas forcément compétentes. Par exemple, j'ai trouvé des expertises de statut par exemple par bon, le Bernin, ok, mais la contre-expertise par Pierre de Corton, qui n'est pas franchement un sculpteur. Voilà, donc en fait là, et c'est ce qui va compter, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est qui c'est, qui est l'expert et quel est son poids dans le milieu. Voilà. Donc, il y a deux idées qui sont rentrées en conflit dans ma tête en même temps que tu les disais. La première, donc, on peut remettre en cause l'expertise très Absolument, vite. absolument. Oui, oui, Et oui. en plus, on peut faire argument d'autorité parce qu'on a un nom. Quand on est appelé, oui, il vaut mieux. En fait, pour la personne qui se fait contre-expertiser, Mhm. l'intérêt à ce que les experts qui viennent soient en ta faveur et soient les plus gros possibles, effectivement. Mais oui, oui, ça, il y a pas mal d'exemples de gens qui contestent ces expertises. Déjà parce que, alors, la tendance, c'est quand même d'une solidarité entre les peintres, c'est-à-dire que quand on fait appel, quand l'Académie de Saint-Luc vient pour expertiser, généralement, les expertises sont très généreuses, mais pas toujours, et notamment dans le cadre de conflits. Ici, Balliol, enfin, mais il y en a d'autres qui sont parfois princes de l'académie et parfois entre guillemets dans l'opposition, enfin qui ont des conflits comme ça peut se ressentir et ils peuvent
faire l'objet d'expertises défavorables ou alors considérer qu'ils sont bien au-dessus de la somme qui leur a été attribuée et que bon, ça va, mais ils vont pas s'en contenter et c'est une manière, voilà aussi d'attaquer en justice. Ça peut aussi permettre de trouver des compromis, avec l'acheteur, enfin voilà, c'est toujours, ça marche toujours enfin, c'est pas très original, mais oui, oui, on peut totalement, faire appel, à la justice dans certains cas. Je reviens sur la notion d'expertise parce que finalement, ce qui transparaît au fil de la discussion, c'est qu'il y a une transition entre la source que tu nous as montrée, l'expertise qui sert à expertiser qui est l'auteur d'une œuvre, et l'expertise à l'époque sur laquelle tu travailles qui consiste à attribuer un prix finalement à l'œuvre en question. Oui, en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs types d'expertise. Donc là, je suis partie à l'origine de la chose, c'est-à-dire quelle est l'expertise, qui est en fait une expertise, corporative qu'on retrouve aussi dans Mhm. d'autres corps de métier, je parlais des doreurs, mais on peut, enfin dans plein de corps de métier, on peut trouver ça. Mais, la question de l'expertise en attribution qui est en fait l'expertise à laquelle on pense beaucoup, aujourd'hui, on pense tout de suite authenticité, on Mhm. pense tout de suite, voilà, il faut que quelqu'un me dise si c'est de la main d'un tel et cetera. Déjà, c'est une notion qui s'est construite, hein, progressivement. Enfin, la notion d'authenticité, elle est pas du tout la même, à l'époque. C'est-à-dire qu'on considère que des œuvres sont de Raphaël, alors qu'en fait, ils étaient 15 dessus et Raphaël a regardé de loin et a dit: «OK». C'est-à-dire que c'est ça aussi, Oui, l'authenticité. C'est même quelqu'un qui dit: «C'est de la main d'eux» à l'époque, Mhm. en fait, on considère que c'est sous le contrôle d'eux. Voilà, c'est peut-être ça la formule la plus proche. Bref, parenthèse, Si on fermée. prenait Oui. les cartels de musées d'aujourd'hui, ce serait les attribués à l'école de tel artiste, plus que finalement à l'artiste lui-même. Ouais, non, c'est pire que Même, ça. Parce qu'en fait, l'école 2, c'est souvent quand on sait pas exactement qui c'est, mais globalement, on sait où il a été formé ou par qui, mais qu'il a eu parfois sa carrière lui-même. Donc là, il est même peut-être devenu maître d'atelier, on sait pas. L'école 2, c'est une espèce de courant stylistique. Alors que mhm, là, non, je parle de, je sais pas, de toute l'équipe. Autour des grands maîtres, ça peut être beaucoup de monde et de toute façon, c'est aussi un site, enfin, c'est aussi une manière de faire face à la demande. C'est-à-dire que tous les peintres, les grands peintres de l'époque ne peuvent pas peindre leurs tableaux eux-mêmes. Donc, ils vont parfois donner un modèle ou ils vont mettre trois coups de pinceau et on va considérer que c'est les leurs. Je sais pas, le cavalier d'Arpin, c'est des gens qui sont à la tête d'entreprises avec des dizaines de personnes qui travaillent pour eux. Et pourtant, on ne va pas considérer que c'est des faux, ceux qui sortent de leur oui. atelier. Voilà. Donc non, non, c'est quelque chose qu'il faut historiciser, la notion d'authenticité. Enfin, ça a été très bien fait d'ailleurs enfin, par exemple, il y a Charlotte Guichard qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a écrit un collectif qui s'appelle De l'authenticité, où justement il y a toutes ces questions-là. C'est une notion qui a beaucoup été travaillée autour de Rembrandt, qui était un Mhm. spécialiste de ça. Et donc, on a voilà le projet qui s'appelle l'atelier de Rembrandt, où on a vraiment, enfin, qui a vraiment essayé de désosser cette question-là, en se demandant mais qu'est-ce que c'est à l'époque l'authenticité? Et c'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des peintres dans les biographies qui se font attraper par le col parce que ce qui sort de leur atelier est de plus en plus mauvais, parce qu'ils produisent de plus en plus et l'appât du gain fait que la qualité se dégrade au fur et à mesure et là, on les accuse d'avarice au sens de voilà d'avoir été trop appâtés par le gain et de ne pas avoir gardé sous contrôle la qualité. Et non, je sais plus pourquoi on en était arrivé à. Ah oui, non, la question de temps. Oui, alors Oui. donc, resta, effectivement, c'est donc une expertise d'attribution. Mais au-delà de ce que je viens juste de remettre en perspective pour la question de l'authenticité, il y a aussi une nécessité. C'est-à-dire que quand le marché, enfin, pardon, pas le marché, mais quand la production de peinture est dominée par la commande, c'est une question qui se pose même pas. En fait, qui a peint? Et en fait, à l'époque qui nous occupe, c'est un moment où il y a beaucoup de commandes, bon, tout ce qu'on a dit sur les cardinaux et tout, il y a beaucoup, beaucoup de commandes, mais il y a aussi l'émergence d'un très fort marché secondaire.
c'est-à-dire d'un marché de la revente, d'un marché où on a des tableaux qui apparaissent et on ne sait pas forcément qui c'est. Parce que c'est aussi, il y a une forme d'intérêt, oui, d'intérêt plus que de mode, pour ce qui à l'époque sont appelés les maîtres anciens. Les maîtres anciens, pour la fin du XVIe, c'est déjà Michel-Ange, Raphaël et tous les artistes qui sont présents dans les vies de Vasari. Enfin, pas tous, mais en grande partie. Et donc, on se retrouve avec des tableaux dont on ne connaît pas l'auteur. Et c'est là qu'on va avoir besoin de quelqu'un qui a une connaissance de l'histoire de l'art comme on entend aujourd'hui, enfin, c'est-à-dire une Mhm. connaissance de l'art dans la diachronie et pas juste dans la synchronie des collègues qui sont dans la corporation, pour arriver à repositionner des productions dans le temps, dans l'espace, et dans la production éventuellement aussi d'un artiste particulier. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là, c'est pas un hasard, qu'apparaissent les notions d'école, par exemple. D'école au sens de l'école vénitienne, pas l'école qu'on disait tout à l'heure, voilà, Oui, l'école toscane, l'école romaine, l'école vénitienne, où on va commencer, enfin, on commence à concevoir les styles au sein d'espaces géographiques avec des traditions locales. Et donc c'est, oui, finalement, c'est presque la naissance de l'épistémologie de l'histoire de l'art. de l'épistémologie, ouais, Alors, au enfin, sens très large, non, mais mais peut-être de... vaguement d'historiographie, on peut dire ça, c'est-à-dire qu'on Mhm, commence à se demander qu'est-ce qui caractérise telle ou telle école, enfin au-delà de ce qu'on disait avant, où on disait oui, Venise c'est la couleur, Florence c'est le dessin. Là, on va vraiment essayer de dire, voilà, de montrer qu'il y a des courants, qu'il y a des chefs de file et qui sont rattachés en fait à des espaces géographiques, à des productions. Et donc ça, oui, oui, c'est au tout début du XVIIe que ça se met en place. On a d'abord, enfin, il y a Agouti, par exemple, qui est un connaisseur qui écrit un traité de peinture où il définit tout ça. Il y a ensuite un auteur dont on va parler peut-être après, qui est Mancini, où lui, il définit mhm, des écoles par chef de file qui d'accord. sont liées. Donc, c'est lui qui, le premier, va dire qu'il y a une sorte d'école de Caravage, avec ce qu'aujourd'hui on appelle les caravagesques, les suiveurs en fait du Caravage, où voilà, il va mettre en avant aussi l'importance des Caraches, de l'école bolognaise à Rome. Et Mhm. ensuite, ça va, enfin, et ça, c'est quelque chose qui va rester jusqu'à aujourd'hui dans la manière dont on conçoit les productions en histoire de l'art. Et, et donc, oui, oui, donc c'est assez, enfin, tout ça est assez imbriqué. En fait, toutes ces notions-là sont imbriquées et c'est lié au fait que pour la première, enfin, on commence à se demander très sérieusement parce que ça a un vrai impact sur la valeur des tableaux, d'où viennent, enfin qui a peint tel ou tel tableau, parce qu'aussi c'est une forme, enfin avec Vasari, avec les vies de Vasari, on met aussi un visage sur, enfin un visage, une biographie, on incarne aussi certains artistes et on les repositionne dans une histoire au long cours. Mmh. Pour nos auditrices et auditeurs intéressés par les vies de Vasari, Catherine a posé le lien en Wikisource pour que vous puissiez y accéder. Vous avez également la référence de l'ouvrage de Charlotte Guichard qui a été mentionné par Julia un petit peu plus tôt dans la conversation. Alors, la question qui finit par se poser, c'est comment définit-on un expert et en même temps se définit-on comme un expert, Mmh. finalement? Parce que c'est vrai que tu parlais d'avoir à la fois les connaissances passées, les connaissances présentes sur les œuvres, mais comment fait-on finalement? Tu parlais qu'il y avait différents profils d'origine sociale qui pouvaient exister, que chacun avait en soi ses connaissances et pouvait les partager Mmh. avec soit avec les gens de la même classe, soit avec ses conseillers, avec ses proches. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu finalement, voilà, sur comment Mmh. définit-on et se définit-on expert en art à Oui, Rome? oui, alors c'est en fait, c'est le cœur d'une forme de ce que je vois un peu comme une bataille dont j'ai un peu montré les enjeux au tout début. C'est-à-dire que les experts i periti, en italien, i periti, les experts, ce sont les experts officiels de l'Académie de Saint-Luc ou alors les experts qui sont appelés sur les chantiers pour voilà, signer la fin des travaux et combien le commanditaire doit à l'artiste. Ça, c'est les experts statutaires. C'est donc un rôle.
C'est-à-dire que par ailleurs, ils sont pas que experts, ils sont peintres, enfin ou artistes. Ils Oui. travaillent, ils ont à leur compte aussi. Donc c'est un rôle. Et ce sont eux qui tiennent la légitimité, qui la défendent aussi, parce que les peintres n'ont pas non plus intérêt à ce que ce rôle soit pris par quelqu'un d'externe. Enfin, c'est assez logique parce que ils perdent la main sur la manière le mode de valorisation de leur travail. Donc, ils n'ont pas du tout intérêt. Et mais ce d'où est partie en fait cette réflexion sur la transition entre les peintres et les gentilshommes, c'est qu'il y a un auteur de cette époque-là, donc Giulio Mancini, que je vais vous présenter, qui a écrit un ouvrage. Enfin, c'est pas vraiment un ouvrage, c'est resté à l'état de manuscrit jusqu'à dans les années 50. Mais cet auteur, dans ce traité, Les Considerazioni sulla pittura, qui est un ouvrage, enfin c'est vraiment un écrit fondamental pour comprendre la manière dont s'articule le milieu artistique de Rome à l'époque. Et ben, dans son introduction, il dit de toute façon, les experts, c'est nous, au sens Mhm. les amateurs, et les pires Autant le experts poser qu'on puisse, directement. oui, les pires experts qu'on puisse imaginer, c'est les peintres, parce que nous, on a la connaissance, on va dans les palais, on connaît, enfin, on sait ce qu'il y a dans les galeries, on connaît l'histoire, on sait on connaît les modes, on se connaît entre nous, collectionneurs, etc. Donc on sait ce qui va avoir de la valeur et tout. Alors que les peintres passent leur temps à être jaloux les uns des autres, c'est les moins objectifs de tous, et donc ils ont absolument pas à être hyperiti. Donc en fait, c'est dans toute cette introduction, il se réapproprie le terme de perito, donc d'expert. Et donc, c'est pour ça que je me suis permise, en fait, de qualifier les gentilshommes qui viennent après Mancini d'experts, parce que je l'ai un peu suivi dans cette appropriation de ce terme, parce que l'expertise que lui va déterminer, qui va définir dans cet ouvrage, c'est une expertise qui aujourd'hui correspond tout à fait à ce qui existe. C'est-à-dire qu'on va, on va déterminer si, par exemple, par rapport à ce qui se vend et s'achète bien, est-ce que ce peintre-là, il a la cote, par exemple? Est-ce que, tiens, ce peintre, ah oui, c'est important, il est médecin. Est-ce que ce peintre, D'accord. parce qu'il les connaît tous et il les connaît personnellement, c'était le médecin des peintres, Mm. enfin, il a soigné des peintres, ça a été le médecin de Caravage, ça a été, il s'est sans doute occupé de Carache aussi, enfin, il grenouillait vraiment dans ce milieu-là. Il dit par exemple, ah tiens, un tel peintre qui a de gros problèmes de santé, il va bientôt mourir. Donc, à mon avis, ça vaut le coup d'investir. Voilà, enfin, il a ce genre de réflexions c'est très tôt, en fait, Oui, par rapport à ce qu'on pourrait il imaginer. spécule un petit peu quand même. Totalement. Non, non, mais totalement. Et d'ailleurs, on a une seule biographie de lui où il est décrit, enfin, c'est une biographie un peu satirique, mais il est décrit arrivant chez un collectionneur et avant même de regarder le malade, il regarde ce qui est accroché au mur. Et avant de soigner le malade, il négocie les tableaux qu'il va pouvoir emporter. Donc c'est totalement de la spéculation au point où voilà, il est caricaturé pour ça. Mais donc c'était un médecin qui a utilisé le fait d'être médecin pour connaître très intimement en fait les producteurs, enfin les différents peintres de l'époque. Il connaissait les collectionneurs parce il en est arrivé à être le médecin du pape lui-même, mais il était aussi le médecin des différents cardinaux. Enfin, c'était un peu la star le médecin, un médecin extrêmement important qui en fait avait cette particularité qu'ont les médecins d'aller d'un bout à l'autre de l'échelle sociale. C'est-à-dire qu'il allait des cardinaux jusqu'aux peintres, voilà, il était capable comme ça de faire le lien entre différentes parties de la société Et- qui par ailleurs n'ont pas forcément moyen de, il y a assez peu de gens à l'époque qui sont capables comme ça d'avoir cette mobilité-là. Mhm. Donc lui, il l'a utilisé comme ça. Et donc, il avait accès aux galeries, il avait accès à des peintres. D'ailleurs, voilà, il était lui-même agent, c'est-à-dire que
faisait du trafic aussi parce que il envoyait à Sienne, dans sa famille, des tableaux, le temps qu'ils prennent de la valeur, puis il les faisait revenir, il les revendait. Enfin, il avait une conception extrêmement moderne, en fait, de Oui, la valeur d'un tableau et qui est totalement à l'opposé de ce que je disais tout à l'heure sur les experts institutionnels, en fait. Et, donc lui, ce que lui faisait, il n'y a pas que lui qui le faisait. C'est-à-dire que lui, il décrit une réalité de cette nouvelle figure sur le marché, de, voilà, de ces espèces d'intermédiaires qui, par ailleurs, ont souvent d'autres métiers, mais qui se passionnent pour le fait artistique, qui ont des compétences et qui les valorisent auprès des cardinaux, auprès des grands collectionneurs, auprès des puissants, en fait, de la société. Donc, il y en a d'autres comme lui qui commencent et qui sont maîtres de maison, par exemple, puis mhm. qui deviennent majordomes, et puis boum, qui à un moment deviennent cardinaux. Et il y a quelques exemples comme ça d'élévation sociale grâce à la compétence artistique. Donc, c'est pas du tout une compétence secondaire comme on pourrait imaginer aujourd'hui. C'est hyper important, mais en fait, on peut dire qu'en quelque sorte, c'est le premier expert de métier, à la manière de, finalement, de ce que tu expliquais avant, avec le métier de peintre, s'est développé en quelque sorte le métier d'expert, et là, on a un détachement progressif du second depuis le premier, prend son autonomie. Oui, alors de métier, je pense qu'il faut pas aller trop vite parce que quand C'est, même, il n'y a pas il y a pas de corporation des experts, par exemple. Non, non, ils ont Mhm, tous un autre métier. Que ce soit un métier, bon, ici, médecin, d'autres, enfin, Resta, on a vu qu'il était, c'était un homme enfin, oratorien. Euh, il y en a beaucoup qui sont dans le service, comme je disais, des maîtres de maison qui sont à la cour, en fait, et qui se spécialisent dans cette compétence, mais qui vont utiliser cette compétence comme distinction. Voilà, mais c'est souvent en plus d'un premier rôle, en fait. Moi, je crois, enfin, c'est pas, on peut pas se revendiquer. Enfin, il y a personne qui dit qu'il est expert et c'est tout. oui, bien sûr. C'est pas voilà, c'est pas un métier. Non, non, c'est une compétence, à mon avis. Mais est-ce que au cours du XVIIe siècle, c'est une compétence qui va prendre de plus en plus de place, puisque tu nous parlais au tout début, lorsque tu nous as présenté la source, d'une grande bascule au cours du XVIIe siècle vers ce statut d'expert détaché des peintres. Donc, En fait, est-ce que, c'est une prérogative que les peintres vont perdre progressivement, en fait. Très progressivement, hein. Je dis pas que c'est aller très vite, mais ils vont la perdre progressivement jusqu'au moment où, au 18e, les amateurs d'art, ils ont plus besoin de peintres pour leur dire quoi acheter. Donc, donc non, non, ils vont la perdre très progressivement au cours du siècle. Là, on est vraiment avec Mancini sur le premier qui a mis le pied dans la porte. Voilà. Et qui d'accord. l'a théorisé et qui a écrit donc son Les Considerazioni sulla pittura. Ensuite, je disais que c'était resté manuscrit, mais ça préjuge pas du tout de la diffusion parce que c'était un peu un must-have pour les gens qui s'intéressaient voilà, à l'achat de peinture. Il y a une circulation phénoménale en fait de ce texte dans plusieurs cours d'Europe, dans toute l'Italie. D'ailleurs, c'est un texte intéressant aussi parce que c'est un casse-tête philologique puisque lui, il commençait à écrire un truc, puis il l'envoyait pour le faire relire, puis il avait une copie qu'il a notée et qu'il complétait, et puis le premier revenait, il envoyait le deuxième. Enfin, donc je crois que l'édition qui a été faite là dans les années 50, elle se base sur une quinzaine de manuscrits, mais en fait il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est un texte qui a beaucoup, beaucoup circulé. La réflexion que tu as fait autour de l'amateur d'art au XVIIIe siècle me fait venir une autre question. Est-ce qu'un amateur d'art éclairé peut être considéré comme un expert? Dans la définition que je me suis proposée d'employer dans ce travail, pour moi, oui, parce qu'en fait, ils vont capter les prérogatives des experts peintres et en ajouter d'autres. Donc, oui, pour moi, oui, oui, très clairement. Et puis, ils vont être au service aussi en tant qu'experts, souvent de plus grands collectionneurs parce que là, on parle, que ce soit Mancini ou d'autres, d'une espèce de classe intermédiaire, en fait, c'est-à-dire de gens Mhm. en ascension, qui sont engagés dans un parcours d'ascension, mais qui sont au service
de cardinaux, de grands collectionneurs, de grandes familles, et donc ils mettent cette compétence au service aussi de leur ascension sociale et c'est une expertise qu'ils mettent, Oui. qu'ils emploient. Et petite question, mais pour recentrer, comme tu as parlé de la création de l'Académie de France finalement, mais je vais revenir terre à terre, quelle place ont les Français dans ce milieu-là? Est-ce que c'est très romain, c'est italien, avec les différentes mutations liées au changement de pape, à l'arrivée des artistes, des écoles, des familles, Mmh. ou est-ce que finalement c'est un mouvement qui s'internationalise progressivement? Alors, enfin, Rome est une ville très internationale, parce Mhm, que, les cardinaux, parce que, donc ça, enfin, on peut pas considérer qu'à Rome, il y a que des Romains, enfin, loin de là. Ils sont vraiment bien sûr. et donc pour la en ce qui concerne spécifiquement les Français, je dirais qu'il y a ils sont de plus en plus nombreux au cours du siècle et de plus en plus importants, en fait. Parce que bon, il faut, par exemple, on peut partir enfin, par exemple, si on voit l'Académie de Saint-Luc, on voit Mhm, que, les Français arrivent petit à petit, mais par exemple, Simon Vouet devient prince de l'Académie, dans les années 24 ou 27, quelque chose comme ça d'accord. et là et c'est le premier. Et donc, on voit qu'il y a quand même une implantation de plus en plus forte, des Français. Il y a, il y a voilà, il y a Lebrun, il y a Poussin, ce que je disais et en fait, c'est Poussin, par exemple, c'est un Français, mais dont l'importance est reconnue, y compris par les Italiens. Enfin, par exemple, il y a Bellori qui, quand il écrit ses vies, fait de Poussin l'espèce d'incarnation de la perfection, enfin d'une forme, voilà, d'art, enfin remarquable alors que même, il est français. Donc oui, en fait, les Français, voilà, vont installer une présence de plus en plus nombreuse avec, aussi l'idée de faire de Rome, le centre de formation officiel de la couronne de Mhm. France et ils sont, pleinement, ils font pleinement partie du tissu, professionnel, des peintres, à Rome, en fait et et oui, voilà. Alors, ça fait un peu plus déjà d'1 heure et quart que nous discutons Mmh. autour de notre petite enquête. Je vais d'abord poser les 2 questions qui sont arrivées dans le chat et ensuite je te propose que nous passions à la dernière partie de l'interview. Ouais. Donc la première question c'est, c'était par rapport à Vasari, si je ne me trompe pas, que la personne qui a posé la question me le confirme ou pas dans le chat. Est-ce que Lomazzo n'avait déjà pas fait cela avec le Temple de la peinture, même si c'était un peu plus philosophique? Oui, oui, Lomax, si je me souviens bien, il, définit des chefs de file, c'est-à-dire des grandes figures, en fait, de peintres. Mais, il y a beaucoup moins cet aspect, géographique, en fait, des Mmh. écoles. Voilà. Donc oui, oui, ça, enfin, le maths, de toute façon, Vasari déjà dit oui, tel peintre, enfin, il les situe tous géographiquement, c'est hyper important pour lui parce que Florence, enfin, il y a tout le calendrier politique de Vasari. Mais il n'y a pas Mmh. cette idée voilà, d'identifier des écoles qui sont voilà, l'école romaine, vénitienne, etc. C'est pas aussi net. Et donc la deuxième question est, quelles sont les différences notables entre les experts du XVIIe siècle et les conseillers artistiques auprès des princes et des artistes comme l'Arétin au XVIe? Alors, au 16e, la plupart, du temps, en fait, ce sont des conseillers qui ont un rôle dans, ce qu'on appelle enfin, le programme iconographique. Donc ce sont des lettrés de très, très, très haut niveau. Mais, ils n'ont pas, nécessairement ils n'ont pas nécessairement ce rapport à la matérialité, en fait, de l'œuvre. Ce sont des érudits. Ce sont voilà, des gens qui connaissent, enfin, qui connaissent la peinture, qui connaissent les formes, qui sont capables voilà, de rédiger un programme et d'accompagner les peintres dans la réalisation.
mais ils vont pas, conseiller dans, l'achat, par exemple, ils vont pas avoir ce rôle vraiment, de boussole à l'intérieur du marché, en fait. Voilà. Bien, alors s'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet global des recherches de Julia, on va passer à la dernière partie de l'interview, c'est-à-dire celle qui est consacrée à la méthodologie de recherche. Donc, ma première question serait, comment as-tu finalement constitué ton corpus d'études? On a bien vu que tu ne t'attachais pas tant au pictural des œuvres Mmh. qui sont expertisées, mais vraiment à l'expertise elle-même. Tu nous as montré des sources écrites d'origines diverses. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu la composition de ton corpus? Alors, j'ai un corpus très, très, hybride, en fait, notamment parce que, voilà, je suis partie, du texte, à l'origine des considerazioni. C'est-à-dire, c'était vraiment mon point de départ, c'était ce texte qui était vraiment singulier, pas, enfin, il est complexe, donc pas très connu, en France, en tout cas. En Italie, il est souvent cité, mais pour les biographies, enfin, pour des choses, voilà. Moi, je voulais le voir comme, voilà, qu'est-ce qui théorise, en fait, ce texte? Et ensuite, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé ce que racontait ce texte sur les pratiques, sur le marché, par exemple. Enfin, on n'en a Mhm, pas parlé, mais il y a toute sa question, il décrit les falsifications, il décrit comment les peintres s'y prennent pour falsifier des choses, et cetera. Bon, tout ça, j'ai essayé de je l'ai comparé avec d'autres sources et j'ai cherché notamment, des descriptions d'experts et d'expertise dans tout le corpus de biographie. d'accord. On a, voilà, j'ai parlé de Baglione et il y en a d'autres. On a en fait des peintres de l'époque qui racontent la vie de leurs collègues et donc Mhm, dans ce corpus, j'ai cherché des descriptions de savoir qui en fait, jugeait, les œuvres. Et à la suite de ça, en déroulant le fil, je suis allée dans les archives et c'est là que je suis allée chercher donc toute la question de la genèse, de l'expertise comme vraiment, enfin, voilà, pratique institutionnelle, comment ça s'est monté, qu'en disent les statuts, de l'institution. Je suis allée chercher les questions, enfin voilà, dans les archives judiciaires. Je suis allée voir, voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les tribunaux, quelles sont les expertises qui sont produites pour les tribunaux. Et dans les archives notariées, donc je suis allée voir, des archives, des expertises issues de chantiers. Je suis allée voir les inventaires aussi, parce on commence à avoir à cette époque-là des expertises d'inventaires en attribution. Parce qu'on a des grandes collections qui arrivent et puis là, ça devient important de dire qui a peint quel tableau pour donner une valeur. Et donc on a, voilà, pas mal d'inventaires où on commence à faire appel à des experts. C'est souvent des peintres, mais pas toujours. Donc on a, d'accord. voilà, quelques inventaires comme ça qui sont, rédigés par d'autres, acteurs. Voilà, et donc j'ai un petit peu, procéder par dossier. Quand j'arrivais à identifier, par exemple, un expert, j'ai identifié, par exemple, un expert de l'Académie de Saint-Luc qui a fait sa carrière, qui a bâti sa carrière sur sa capacité d'expertise. Il était doreur, mais par Mhm, ailleurs, il est partout. Dès qu'il y a une expertise, par exemple, dès qu'il y a un vote sur l'expertise, enfin sur des normes autour des expertises, il est toujours là. Il est tout le temps dans le livre de compte où il dit, enfin où il fait plein d'expertises. Donc on voit qu'il a vraiment, il s'est distingué au sein même des peintres par cette pratique-là. Et il grimpe les échelons de l'Académie de Saint-Luc comme ça. Donc j'ai un peu procédé par dossier. Et ensuite, j'avais aussi un grand corpus de lettres parce que donc Mancini, que je vous ai présenté, à la fin des années 90, on a retrouvé ces lettres. Il y a plusieurs milliers de lettres familiales. Et dans ces lettres, il écrit à son frère, il écrit à des, contacts et dedans, voilà, on voit la manière dont il procède, dont il réfléchit pour lui-même parce qu'en fait, les calculs qu'il va faire pour lui-même, il les a pas tous mis dans le livre qu'il a diffusé partout parce que, voilà, voilà, pour un intérêt aussi, personnel. Donc on voit la manière dont il procède aussi, ses échanges avec des agents qu'il a dans d'autres villes. Il a des rabatteurs d'œuvres d'art. Donc tout ça, voilà, c'était aussi une manière de pénétrer un petit peu dans, la fabrique des expertises au niveau individuel.
Et voilà, donc en fait, j'ai un peu essayé de procéder par dossier en faisant autant que possible des mises en série quand je pouvais, c'est-à-dire d'avoir plusieurs documents qui correspondaient à peu près à la même chose et pouvoir les comparer entre eux. Mais c'était pas toujours possible. Enfin, c'est pour ça que parfois on a quelques documents qui sont uniques. Parfois, quand on fonctionne sous forme de dossier, ça peut permettre, voilà, par exemple, un tableau où on sait qu'il y a eu un biographe nous raconte que ce tableau a fait l'objet d'une discussion sur son prix, mais on peut essayer de remonter le fil pour arriver à voir un peu la teneur de ces discussions, sur quoi ça portait, qui a participé, etc. Et ensuite, j'avais aussi un peu un corpus graphique, mais pas graphique au sens esthétique du terme, mais j'avais ces caricatures que j'adore de Mohola qui caricaturent le fonctionnement en fait du marché de son époque. Donc ici avec voilà ces deux amateurs d'art qui sont caricaturaux, ce très grand, ce très petit, avec ses lunettes qui se penchent comme ça sur le portrait qui représente même un peintre, donc avec cette idée voilà du jugement extérieur, intrusif, qui est assez passionnant. L'autre caricature que je vous montre là, c'est la même chose, c'est-à-dire on a ce personnage au milieu hyper agressif qui tend le doigt vers un tableau où il y a le peintre qui se représente lui-même avec son agent. Mola Mhm. Simonelli, voilà, on sent quand même la dimension polémique. Et ensuite, il y a cet autre, toujours du même auteur, celui-là, je le trouve formidable, où on a comme ça cet intermédiaire qui est accroché, avec comme ça tous ces fils qui relient tous les acteurs en fait de l'art de l'époque, avec derrière lui en rang d'oignons tous ces peintres, ces artistes. Voilà, on voit qu'il y en a un qui a un compas, l'autre qui a qui a des pinceaux, etc. Et il y a Mo là qui se représente à la fenêtre lui-même avec ce nez crochu, c'est la manière dont se représente. Et voilà, ils sont tous reliés par des fils, y compris donc l'acheteur qui s'incline face à l'intermédiaire. Voilà, donc c'est cette illustration, cette matérialisation des liens de dépendance au sein du marché que je trouve absolument, enfin très juste et assez formidable. Voilà, avec tout ce qu'on voit de ce personnage au milieu, c'est sa bourse là qui pense sur le côté. Et, euh, et donc voilà, donc ça aussi, ça fait partie du corpus parce Mais que ça en dit long en fait sur le ressenti des peintres qu'on peut pas trouver dans les comptes rendus de l'Académie Saint-Luc, pas forcément en tout cas. hmm. Et là, Ah, je trouve que voilà, c'est assez parlant. c'est un sujet d'étude en elle-même, en fait, finalement. Oui, Et bah, oui, oui, moi j'ai trouvé ça passionnant voilà, comme élément à intégrer dans un discours beaucoup plus large sur l'expertise en voyant voilà, comment ils sont représentés dans ces petits dessins qui en fait étaient joints à des lettres. Donc on n'ose pas imaginer ce qu'ils pouvaient raconter dans ces lettres, parce qu'après elles ont été découpées par des collectionneurs et mhm. isolées. Donc là, on en revient aussi à la question de la matérialité de ces œuvres qui sont pas forcément respectées dans leur épaisseur historique, parce que voilà, moi j'aurais adoré savoir ce qu'il racontait à ses interlocuteurs et qu'il a comme ça illustré avec ces personnages hyper, assez cruels en fait. Alors, on approche tout doucement de la fin, donc j'invite nos auditrices et nos auditeurs à ne pas hésiter à poser leurs questions dans le chat avant la fin de l'interview. Pour ma part, j'en ai encore deux petites à te poser, Julia. La Oui. première, c'est, tu as évoqué rapidement les difficultés que tu avais eues lors de tes recherches. Est-ce que tu en as que tu souhaiterais expliciter? Oui, bah après je me considère comme assez chanceuse parce que j'ai fait ce travail avant le Covid. Donc, j'ai pas eu forcément les grosses difficultés qui ont pu se présenter après. Mais par contre, non, en fait, peut-être que la difficulté était peut-être intellectuelle, c'est-à-dire qu'il s'est agi pour moi de rationaliser un petit peu toutes ces sources un peu différentes les unes des autres pour essayer de mettre en place une réflexion qui ait du sens, qui ait une cohérence autour de cette notion d'expertise qui en fait est apparue assez tardivement d'ailleurs dans ma réflexion à l'origine. Je voulais travailler sur le jugement, enfin, c'était un petit peu plus Mhm. mou comme concept.
concept. Et donc, mais quand j'ai décidé, voilà, vraiment de prendre en charge la question de l'expertise, il fallait que toutes ces sources très différentes les unes des autres, voilà, qui n'avaient pas le même statut, qui n'avaient pas la même signification, qui étaient certaines, pour certaines étaient publiques, pour d'autres pas du tout. Enfin, des lettres privées, des traités qui sont faits au contraire pour se faire présenter à la cour et tout. Enfin, tout ça, il fallait essayer d'en faire quelque chose d'organique en fait, et aussi d'original, parce que Rome, surtout la Rome des artistes de cette période, il n'y a pas grand chose d'inconnu encore. Enfin, il y a assez peu de documents qui sortent de nulle part et qui sont inconnus. Enfin, je veux dire, c'est quand même la Rome du Caravage. Voilà, c'est assez difficile de dire quelque chose de vraiment nouveau. Donc peut-être que la difficulté, elle était d'aller vraiment vers un questionnement sur la question de la construction des valeurs en histoire de Mhm. l'art, ces questions en fait qui nous mènent après aussi jusqu'à des questions encore contemporaines, en sortant en fait de la folie de la documentation des œuvres des grands artistes, qui est en fait qui a cours voilà, dans ce type de milieu-là. Moi, voilà, je me suis très vite extraite de la question des formes et des œuvres pour aller vers un questionnement beaucoup plus global, en laissant de côté le fait de si tel tableau, enfin si, voilà, si Caravage apparaît, c'est pas grave. C'était pas du tout mon objet en fait. Et ça c'est quelque chose, voilà, vers lequel, enfin, il a fallu tenir bon, parce que Oui. voilà. Et alors, ma dernière question, tu nous as parlé d'experts depuis le début Mmh. de l'interview, mais y avait-il des expertes? Alors c'est difficile de Ou du dire oui ou moins, non. Non, as-tu eu alors moi j'en ai pas connaissance trouvé. d'expertes? J'en ai pas D'accord. trouvé, et en fait ça me paraît poser un problème, la notion même d'experte, parce que bon, il y a des femmes dans le milieu artistique, évidemment, il y en a plein. C'est l'époque d'Artemisia Gentileschi. Enfin, il y a Mhm. des peintres, des peintresses, très, enfin, certaines très connues, d'autres beaucoup moins. Il y en a certaines à l'Académie de Saint-Luc, mais qui souvent sont relativement secondaires, parce que elles peignent, par exemple, elles se spécialisent dans les dessins de botanique, par exemple, pour les traités scientifiques de l'époque. Enfin, voilà, donc il y a des peintresses, il y a des mécènes femmes, c'est l'époque de Christine de Suède. Oui. Il y a comme ça ces grandes figures. Donc le milieu artistique, voilà, comprend des femmes, mais par contre, pour l'expertise, moi j'ai l'impression que, vu l'importance de la légitimité personnelle, du poids dans le milieu, je sais pas si une femme aurait pu accéder en fait à ce degré de notabilité, en fait, voilà, Mhm. par elle-même. En tout cas, moi, j'en ai jamais rencontré. D'accord. D'ailleurs, même dans les expertises des peintres à l'Académie de Saint-Luc, elles font pas partie des peintres, des peintres désignés pour être experts. Donc voilà. Après, si quelqu'un en trouve une un jour, ce serait formidable. On le souhaite. On le souhaite. On a une question de Bibliographium dans le chat qui demande: est-ce que ce développement et cette évolution des experts entraînent l'apparition de lieux de vente spécifiques pour les tableaux? Alors, s'il entraîne l'apparition, alors, à Rome, effectivement, il n'y a pas de marché de l'art au sens de lieu physique où on achète et où on vend des tableaux. On achète et on vend des tableaux absolument partout. Chez i Barbieri, chez des différents commerçants, au point que l'Académie de Saint-Luc essaye de réglementer tout ça en mettant des taxes, etc. Mais à Rome, à ma connaissance, il n'y a pas de grand marché comme ça en tant que lieu qui apparaît. Enfin, en tout cas, pas dans la période que j'étudie. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, c'est ce qui pose la question de la définition d'un réel marché au sens économique, parce qu'un marché, normalement, c'est aussi enfin, un lieu quelque part où il y a une forme de neutralité des échanges, ce qui n'est pas du Mhm. tout le cas, en fait, On l'a bien à vu. Rome. Mmh. Voilà. Donc, je ne sais pas vraiment répondre à cette question, c'est-à-dire je ne sais pas à quelle date il y aurait un lieu
qui seraient apparus. Je peux juste dire qu'il y a des boutiques, voilà, qui se spécialisent, voilà, dans la peinture, qui embauchent des peintres pour faire des copies, etc. Et elles sont protégées par l'académie qui cherche à éjecter tous les autres qui vendent des tableaux. Mais voilà, ça se concentre autour de plusieurs lieux de revente, en fait. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose que l'on s'arrête là. Donc, un très très grand merci, Julia, d'avoir accepté de répondre aux questions de sa coule de source et de pouvoir présenter à la fois tes sources et ton sujet de recherche avec nous ce soir. Je Merci à vous. rappelle que en octobre prochain paraîtra aux publications de l'École française de Rome le livre issu de ta thèse. Donc, l'œil expert, juger la peinture dans la Rome moderne. Et cette fois, je n'ai pas fait l'erreur. 1580-1630. Et pour les amateurs de Sacoul et les amatrices de Sacoul de Source, rendez-vous le mois prochain, début juillet, pour une découverte de l'histoire socio-environnementale de Venise au XVIIIe siècle avec Solène Rivoal. Bonne soirée à toutes et à tous.